26. Masquer la cible. La stratégie du vide. Pour la majorité des personnes, la sensation de vide, de silence, d'isolement social est intolérable. Cette crainte, faiblesse si humaine, est le terreau fertile d'une stratégie puissante. Ne laissez à votre ennemi aucune cible à viser. Soyez dangereux mais insaisissable, invisible. Regardez-le battre la campagne sans vous trouver. C'est l'essence même de l'art de la guérilla. Au lieu de vous livrer à un combat frontal, lancez des piques irritantes et dommageables, des piqûres d'épingle. Dans son incapacité à se servir de la force contre un adversaire évanescent, l'ennemi finira par perdre les pédales et s'épuiser. Cette tactique de guérilla s'inscrit généralement dans une grande cause politique, une guerre des peuples, dont l'apogée sera inévitablement une révolution. L'illusion du vide. En 1807, Napoléon Bonaparte signa un traité d'alliance avec le tsar Alexandre Ier de Russie. Les deux grandes puissances militaires de l'époque étaient désormais liées. Mais ce traité ne fit guère l'unanimité à la cour de Russie. Il permettait entre autres à Napoléon d'avoir carte blanche en Pologne, précarée des Russes. Les aristocrates russes déployèrent toute leur influence auprès du tsar pour qu'il fasse marche arrière. Très vite, Alexandre passa à l'action, en sachant pertinemment que cela déplairait aux Français. En août 1811, Napoléon en eut assez. Il était temps de donner une bonne leçon à ces présomptueux de Russes. Il planifia une invasion. La conquête de ce large territoire à l'Est le mettrait à la tête du plus vaste empire de l'histoire. Certains de ses ministres le mirent en garde contre les dangers d'envahir un espace aussi grand, mais l'empereur était pleinement confiant. L'armée russe était indisciplinée et la hiérarchie très divisée. Il y avait en Lituanie 2 forces pour bloquer une invasion venue de l'Ouest, mais les rapports des services secrets avaient informé la France que ces forces n'étaient absolument pas prêtes. Napoléon comptait passer au centre et les écraser. Il pensait s'assurer la victoire en mobilisant une armée 3 fois plus importante que la plus grosse qu'il ait jamais menée. Il conduirait 650 000 hommes en Russie, dont 450 000 constitueraient la force principale. Les autres sécuriseraient les lignes de communication et de ravitaillement. Avec une armée de cette taille, il déferlerait sur les vastes espaces de Russie, surpassant l'ennemi faible par son génie stratégique habituel et par une force de frappe écrasante. Napoléon était certes sûr de lui, mais pas inconscient. Comme toujours, il étudia la situation sous tous ses angles. Il savait par exemple que les routes de Russie étaient terriblement mauvaises, qu'il ne pouvait compter sur le ravitaillement local, que le climat était extrême et que les distances interdisaient tout encerclement. L'ennemi aurait toujours une route de repli. Il étudia l'invasion ratée de la Russie par le roi de Suède, Charles XII, en 1709, et anticipa une éventuelle stratégie de la terre brûlée. Son armée devrait être la plus autonome possible. Les distances étaient beaucoup trop longues pour entretenir des lignes de ravitaillement à travers toute l'Europe, mais étant donné sa taille, cela demandait une organisation et une prévoyance considérables. Pour le ravitaillement, Napoléon comptait sur de vastes silos proches des frontières de la Russie, pleins de blé et de riz. Il savait qu'il serait impossible de fournir assez de fourrage aux 150 000 chevaux de son armée. Il décida donc d'attendre le mois de juin pour passer à l'action. Là, les plaines de Russie seraient riches et vertes. À la dernière minute, il apprit qu'il y aurait sur place très peu de moulins pour moudre le blé et en faire de la farine. Il ajouta à la liste déjà longue du matériel à emporter les outils et les matériaux pour construire des moulins au fur et à mesure. Une fois qu'il eut réglé ces questions logistiques et pensé sa stratégie en détail, Napoléon décréta à ses ministres qu'il pouvait miser sur une victoire complète en 3 semaines. Napoléon ne s'était jamais trompé. En
En juin 1812, la Grande Armée pénétra en Russie. Jusqu'ici, Napoléon avait toujours prévu l'imprévu, mais cette fois, des difficultés insurmontables s'enchaînèrent. Pluie, mauvaise route, été brûlant rendant tout déplacement pénible. En quelques jours à peine, plus de 10 000 chevaux moururent, intoxiqués par du fourrage moisi. Le ravitaillement ne circulait pas assez vite entre l'avant et l'arrière. Les plus avancés étaient obligés de fouiller les campagnes russes, mais les paysans ne se montraient guère coopératifs. Les Russes refusaient catégoriquement de vendre le moindre crouton de pain et ils préféraient brûler leur foin plutôt que de le laisser aux Français. D'autres chevaux encore moururent lorsqu'ils furent obligés de se nourrir du chaume des toits des maisons qui finissait par s'écrouler sur eux. Les deux armées russes stationnées en Lituanie battirent en retraite trop vite pour être rattrapées et sur leur chemin, elles brûlèrent les moissons et détruisirent tous les silos à grains. La dysenterie décima les troupes françaises. 900 hommes périssaient chaque jour. Cherchant à tout prix à affronter et détruire une partie au moins de l'armée ennemie, Napoléon poussa à l'est. Il fut parfois à deux doigts de rattraper celle du nord, mais ses hommes et leurs chevaux, épuisés, ne se montrèrent pas assez rapides pour les rejoindre ou les encercler. Les Russes réussissaient toujours à s'échapper. Vint le mois de juillet. Il apparut que les Russes parviendraient à réunir leurs deux armées à Smolensk, à plus de 300 km à l'est du lieu où Napoléon comptait se battre, et à quelques 450 km de Moscou. Napoléon fut obligé de s'arrêter pour repenser son plan. Des milliers de soldats français étaient morts de faim ou de maladie sans s'être battus une seule fois. L'armée s'étirait sur 800 km, constamment harcelée par des petites troupes de cavaliers cosaques qui semaient la terreur au moyen de raids sanglants. Napoléon ne pouvait continuer cette interminable course-poursuite. Il décida d'emmener ses hommes à Smolensk et de s'y battre. C'était une ville sainte, qui avait un poids symbolique considérable pour le peuple russe. Ce dernier n'hésiterait certainement pas à combattre pour la défendre, plutôt que de la laisser être détruite. Il savait que s'il pouvait affronter les Russes face à face, il gagnerait. Les Français se dirigèrent donc vers Smolensk. Ils y arrivèrent à la mi-août. Des 450 000 hommes, il n'en restait que 150 000, épuisés par la chaleur écrasante. Enfin, comme Napoléon l'avait prévu, les Russes s'y arrêtèrent, mais brièvement. Après quelques jours de combat, ils battirent en retraite, laissant derrière eux une ville en cendres. Les Français n'avaient rien à piller, rien à manger. Napoléon ne comprenait plus rien à une logique qui lui semblait suicidaire. Apparemment, il préférait un pays anéanti à l'humiliation d'une défaite. Maintenant, il fallait décider ou non de marcher sur Moscou. Il aurait pu être sage d'attendre l'hiver à Smolensk, mais le tsar aurait alors eu le temps de rassembler une armée plus vaste, plus difficile à battre par des forces françaises en piteux état. L'empereur était certain que le tsar défendrait Moscou, cœur et âme de la Russie. Si Moscou tombait, Alexandre serait à genoux. Napoléon conduisit donc ses troupes défaites, plus loin encore vers l'est. Enfin, les Russes parurent se décider à affronter les Français face à face. Le 7 septembre, les deux armées se rencontrèrent près du village de Borodino, à environ 120 km de Moscou. Napoléon n'avait plus suffisamment d'hommes et de chevaux pour tenter sa manœuvre habituelle par le flanc. Il fut obligé d'attaquer de face. Les Russes se battirent avec beaucoup de courage, plus violemment que toutes les armées que Napoléon avait affrontées. Pourtant, après des heures de combats éreintants, les Russes battirent de nouveau en retraite. La route de Moscou était libre. Mais l'armée russe était quasiment intacte, tandis que les forces napoléoniennes avaient été décimées. 7 jours plus tard, l'armée, dont il ne restait que 100 000 hommes, entra dans une ville vide. Un maréchal écrivit à sa femme que l'empereur était débordant de joie. Les Russes, pense-t-il, supplieront pour signer un traité de paix,
et je changerai la face du monde. Plusieurs années auparavant, lorsqu'il avait pris Vienne et Berlin, il avait été accueilli en héros. Les dignitaires lui avaient remis eux-mêmes les clés de leur ville. Mais Moscou était totalement vide. Pas d'habitants, pas de nourriture. Un terrible incendie ravagea la ville pendant 5 jours. Toutes les sources d'eau avaient été détruites. Ce sabotage rendait les lieux encore plus inhospitaliers. Napoléon écrivit au tsar, offrant des conditions généreuses. Les Russes parurent d'abord prêts à négocier, mais les semaines s'écoulèrent et il apparut qu'ils faisaient durer les pourparlers pour gagner du temps et reconstruire leur armée. L'hiver approchait. Napoléon ne pouvait prendre le risque de rester à Moscou un jour de plus. Les Russes seraient bientôt capables d'encercler ses forces terriblement affaiblies. Le 19 octobre, il fit évacuer par son armée la capitale russe. Il voulait gagner Smolensk au plus vite. Mais les troupes de Cosaques indisciplinés qu'il avait harcelées sur sa route vers l'Est s'étaient étoffées et formaient des divisions plus importantes. Il s'agissait maintenant de forces de guérilla de 500 hommes. Il tuait chaque jour toujours plus de soldats français. Marchant dans un climat de terreur permanent, les hommes de Napoléon dormaient mal. Des milliers d'entre eux succombèrent à la fatigue et à la faim. Napoléon fut obligé de leur faire traverser le champ de bataille cauchemardesque de Borodino, encore couvert de cadavres français à demi dévorés par les loups. La neige se mit à tomber. L'hiver russe s'installait. Les chevaux français moururent de froid et tous les soldats durent mettre pied à terre et patauger dans la neige. À leur arrivée à Smolensk, il n'était plus que 40 000. Le froid empirait. Il ne pouvait s'attarder à Smolensk. D'une manœuvre à droite, Napoléon parvint à leur faire traverser la rivière nommée Bérésina, leur ouvrant une voie de retraite vers l'ouest. Au début du mois de décembre, ayant eu vent d'un coup d'État manqué en France, il laissa ses troupes derrière lui et partit pour Paris. Des 450 000 hommes qu'il avait suivis, seuls quelques 25 000 prirent le chemin du retour. Peu d'entre eux survécurent. Napoléon avait miraculeusement réchappé de nombreuses guerres, mais il ne se remit jamais de cette terrible défaite de Russie qui porta un coup considérable à sa cavalerie et à son armée tout entière. La Russie fut en quelque sorte son tombeau. Interprétation. Avant que Napoléon n'envahisse la Russie, il avait déjà eu affaire à plusieurs reprises au tsar Alexandre Ier. Celui-ci avait fini par bien le connaître. Il avait constaté que l'empereur était un homme agressif, qui aimait se battre, même si toutes les chances étaient contre lui. Il avait besoin de conflits pour prouver son génie. En refusant la bataille, le tsar le frustrerait et le promènerait dans le vide. Des terres immenses mais désertes, sans nourriture ni fourrage, des cités fantômes où il n'y avait rien à piller, des négociations sans fin, des semaines et des semaines d'inaction et enfin la mort de l'hiver. Partout, le vide. Le climat difficile de la Russie sèmerait la désolation dans le génie de Napoléon. Comme on l'a vu, la stratégie d'Alexandre fonctionna à merveille. Napoléon devint fou de ne pouvoir se battre au corps à corps. Quelques kilomètres plus à l'est, toujours plus. Une grosse bataille, et il pourrait donner une bonne leçon à cet ennemi couard. Ses émotions, l'irritation, la colère, la perplexité, eurent raison de son esprit de stratège. Comment avait-il pu seulement croire, par exemple, que la chute de Moscou obligerait le tsar à se rendre? L'armée d'Alexandre était intacte, les Français étaient terriblement faibles, et l'hiver approchait. L'esprit pourtant fin de l'empereur succomba au puissant appel du vide qui l'égara complètement. La stratégie du tsar sema également la panique parmi les soldats français, pourtant connus pour leur discipline et leur combativité. Un soldat peut endurer à peu près tout, excepté l'attente d'un corps à corps qui ne vient jamais et une tension dont il ne peut être soulagé.
Les Français ne pouvaient véritablement se battre. Ils étaient victimes de raids incessants, de piqûres d'épingles venues de nulle part, qui finirent par constituer une menace permanente, source de panique. Lorsque des milliers de soldats mouraient de maladie, les autres perdaient tout simplement l'envie de combattre. La nature humaine ne supporte pas le vide. Nous détestons le silence, l'inactivité, la solitude. Peut-être est-ce lié à notre peur latente du grand vide final, celui de la mort. Il faut emplir et occuper les espaces vacants. En ne donnant aucune cible à l'adversaire, en demeurant insaisissable, vous jouez de cette faiblesse. Lorsqu'ils ne peuvent se battre, ni même interagir d'une quelconque façon avec l'ennemi, les gens donnent des coups dans le vide comme des fous et perdent la moindre notion de stratégie. Ce sont les forces en retraite qui contrôlent la dynamique, même si elles sont faibles. Plus l'ennemi est important, mieux cette stratégie fonctionne. Il s'échine à vous rejoindre et sa taille fait de lui une cible idéale. Pour le déstabiliser au maximum, vos attaques doivent être petites mais incessantes, afin de maintenir en permanence colère et frustration à leur plus haut degré. Le vide doit être total. Des négociations creuses, des pourparlers qui ne vont nulle part, le temps qui s'écoule sans victoire ni défaite. Dans un monde où tout va vite, où l'activité est indispensable, cette stratégie a sur les nerfs un pouvoir débilitant. L'ennemi qui ne peut frapper finit par s'effondrer. La plupart des guerres sont des guerres de contact. Les deux forces cherchent à en venir aux mains. La guerre arabe doit être une guerre de détachement. Contenir l'ennemi par la menace muette du vaste désert inconnu où l'on ne se dévoile qu'au moment de l'attaque. À partir de cette théorie, se développa inconsciemment l'habitude de ne pas engager l'ennemi du tout. Du fait de l'argument numérique, il ne fallait offrir aux soldats ennemis aucune cible. T. E. Lawrence, Les 7 piliers de la sagesse, 1926. Les clés de la guerre. Au cours des siècles, l'organisation de la guerre, dans toutes ses infinies variations, de la préhistoire au temps moderne, de l'Asie au monde occidental, a toujours suivi une certaine logique universelle qui semble inhérente au processus. Cette logique est la suivante. Un dirigeant décide de conduire son pays à la guerre. Pour cela, il lève une armée. Le but de cette armée est de rencontrer l'armée ennemie et de vaincre lors d'une bataille décisive. L'ennemi sera donc obligé de se rendre et de signer un accord qui lui sera défavorable. Le stratège qui guide la campagne tient compte d'un terrain spécifique, le théâtre de la guerre. Ce terrain est le plus souvent limité. Les manœuvres sur de vastes espaces compromettent la possibilité de mettre un terme à la guerre. Le stratège travaille donc sur cet espace délimité et cherche à conduire son armée vers cette bataille décisive en prenant l'ennemi par surprise ou en le mettant en position de faiblesse dans un cul-de-sac, entre deux feux ou en contrebas. Afin que ses forces restent assez puissantes pour porter le coup mortel, il les concentre et évite de les disperser. Une fois que la bataille a commencé, l'armée se forme naturellement avec un front et un arrière qui la protègent d'un éventuel encerclement. Elle possède aussi des lignes de communication et de ravitaillement. Il faut parfois plusieurs batailles pour gagner une guerre, puisque chaque belligérant tente de conserver les positions clés qui lui donnent le contrôle du terrain. Mais les dirigeants essayent toujours d'en finir au plus vite. Si la guerre est trop longue, les ressources de l'armée s'épuisent jusqu'au moment où plus personne ne peut se battre. Il en va de même pour le moral des troupes. Comme toute activité humaine, cet aspect positif et ordonné génère une zone d'ombre, en négatif, qui comporte sa propre logique et sa propre forme de pouvoir. La zone d'ombre, c'est l'art de la guérilla. Les rudiments de ce type de guerre sont apparus il y a des milliers d'années, lorsque de petits États étaient envahis par leurs puissants voisins. Pour survivre, leurs armées devaient fuir l'envahisseur, car tout combat au corps à corps aurait constitué un véritable suicide.
Il apparut bientôt que lorsqu'elle parvenait à fuir l'ennemi et à éviter le combat suffisamment longtemps, la stratégie adverse finissait par en être ruinée, parce que le plus faible ne se conformait pas à la logique normale de la guerre. L'étape suivante poussa le concept un peu plus loin. Ces premiers guerrilleros avaient appris la valeur, face à une armée concentrée, de troupes petites et dispersées, en mouvement perpétuel, pour ne jamais former un front, ni un arrière, ni un côté cible. L'ennemi veut imposer des frontières au champ de bataille. Il s'agit de repousser ces frontières en permanence, de disparaître dans la campagne, de forcer l'autre à s'éparpiller dans une course-poursuite vaine qui le rend vulnérable à des raids et de petites attaques. L'ennemi cherche à en finir le plus rapidement possible et continue donc sa poursuite. Le temps devient une arme fondamentale par laquelle l'ennemi se consume lui-même et use tout son moral. Ainsi, pendant des milliers d'années de tentatives et d'erreurs, l'art de la guérilla s'est développé et raffiné. Les entraînements et la pensée militaire traditionnelle sont toujours construits autour d'une bataille centrale, sur un terrain délimité, pour un temps restreint. L'art de la guérilla prend l'exact contre-pied de ces principes. Une armée conventionnelle ne peut contre-attaquer, quelle que soit sa force. Dans ce pays des ombres où aucune règle de combat ne fait loi, toute armée conventionnelle est perdue. Bien appliqué, l'art de la guérilla est pratiquement impossible à déjouer. Le terme de guérilla, petite guerre en espagnol, fait référence à la guerre péninsulaire de 1808 à 1814, qui débuta lorsque Napoléon envahit l'Espagne. Dans un terrain montagneux et inhospitalier, les Espagnols harcelèrent les Français, rendant impossible tout usage de leurs forces de frappe et de leur artillerie. Napoléon était tourmenté par un ennemi sans forme, sans front ni arrière. Les Cosaques, qui eurent raison de lui en Russie en 1812, avaient beaucoup appris des Espagnols, et ainsi perfectionné leur usage de la guérilla. Leur tactique de harcèlement fut beaucoup plus dommageable pour l'armée française que n'importe quelle bataille qu'aurait pu mener l'armée russe, désespérément incompétente. Cette stratégie est aujourd'hui plus puissante et plus importante que jamais pour plusieurs raisons. D'abord, avec les avancées technologiques de l'armement militaire, une petite troupe peut causer à elle seule des dommages conséquents. Ensuite, les guerres napoléoniennes ont considérablement augmenté la taille moyenne des armées conventionnelles, les rendant beaucoup plus vulnérables aux attaques de raids par des forces légères et mobiles. Enfin, la guérilla fut souvent choisie pour des motifs politiques, avec beaucoup d'efficacité. Lorsque les populations locales sont dévouées à une cause, un leader révolutionnaire multiplie ses forces. Le soutien des civils sabote la puissance d'invasion de l'ennemi, fournit des espions sur lesquels compter et fait des espaces ruraux un immense champ de bataille. La force de la guérilla est avant tout psychologique. Dans une guerre conventionnelle, tout converge vers un affrontement face à face des deux armées. C'est ce vers quoi tendent toutes les stratégies et ce vers quoi l'instinct martial pousse tous les belligérants, pour relâcher la pression. Le stratège de guérilla repousse indéfiniment cette attente et engendre ainsi un sentiment d'intense frustration. Ce processus de corrosion mentale se prolongeant, il finit par détruire l'ennemi. Napoléon perdit face aux Russes parce que ses capacités de réflexion stratégique furent anéanties. Son mental succomba avant son armée. Parce qu'elle est psychologique, la stratégie de guérilla s'applique à l'infini aux conflits sociaux. À la guerre comme dans la vie, toute pensée et toute émotion aspirent à l'interaction avec autrui. Face à quelqu'un qui se montre délibérément insaisissable, qui évite le contact, nous sommes déconcertés. Que l'on veuille l'atteindre pour discuter ou pour lui donner une bonne leçon, il attire inévitablement. Et c'est donc celui qui fuit qui contrôle la dynamique. Certains vont même plus loin en prenant l'initiative d'attaque, elle-même floue et imprévisible.
Ce type d'adversaire exerce un pouvoir obsessionnel sur nos esprits. Plus il s'obstine, plus on cède, et plus on combat selon ses conditions. Les avancées technologiques facilitent toujours plus cette absence de corps à corps. L'usage des médias comme façade et comme adjuvant renforce le pouvoir et l'efficacité de ce mode de combat dans les arènes politiques et sociales. En ces périodes troubles, une campagne de type guérilla, associée à une cause quelconque, est particulièrement utile pour soulever tout un peuple contre de vastes entités, des grandes entreprises, des puissances bien établies. Dans ce genre de combat public, tout le monde veut se ranger du côté de la guérilla, parce que ces combattants sont plus investis dans la lutte et ne sont pas que des pions sur un échiquier. Franklin Roosevelt pratiquait l'art de la guérilla. Il se battait en fuyant. Il refusait toujours de devenir la cible des républicains. Il se servait des médias pour avoir l'air omniprésent et mener une guerre populaire contre les intérêts financiers. Il réorganisa par exemple le Parti démocrate pour le décentraliser, le rendre plus mobile et plus fluide dans le cadre de batailles locales. Pour Roosevelt pourtant, la guérilla n'était pas tant une stratégie cohérente qu'un style en soi. Comme beaucoup, il avait pressenti plus que calculé le pouvoir d'un comportement fuyant. Il se battait ainsi, et ainsi il gagnait. Mais pour que cette stratégie fonctionne à plein, il s'agit d'en user de manière consciente et rationnelle. La stratégie de guérilla est le revers de la guerre, mais possède sa propre logique, cachée mais rigoureuse. On ne peut improviser une stratégie quelle qu'elle soit. Il faut apprendre à réfléchir et à planifier d'une façon nouvelle dans la mobilité, l'espace et l'abstraction. Les premiers éléments à prendre en compte, ce sont les circonstances. Votre campagne de guérilla doit y être parfaitement adaptée. Ce type de combat est particulièrement efficace contre un ennemi agressif mais intelligent, un Napoléon. Ces personnes ne supportent pas l'absence d'affrontement. Elles vivent pour manœuvrer, pour frapper, pour vaincre. Si elles n'ont pas de cible, cela paralyse complètement leur mental et leur combativité devient une faiblesse. Il est intéressant par ailleurs de noter que cette stratégie fonctionne en amour comme à la guerre. Et là encore, Napoléon en fut victime. Par une séduction de type guérilla, l'impératrice le contraignit à la poursuivre en lui faisant miroiter des choses sans lui concéder la moindre prise véritable. Elle fit de lui son esclave. Cette stratégie du vide est également fort efficace sur des personnes habituées à la guerre conventionnelle. Elles n'ont jamais expérimenté cette absence de contact qui immobilise totalement leur puissance stratégique. De même, les gros appareils bureaucratiques sont les cibles idéales d'une stratégie de guérilla. Ils ne sont capables de répondre que de la façon la plus classique. Dans tous les cas, une tactique de guérilla s'applique toujours mieux contre un grand adversaire, lent et tyrannique. Lorsque vous avez décidé qu'une tactique de guérilla était appropriée aux circonstances, étudiez l'armée dont vous allez vous servir. Surtout, abandonnez l'idée d'une armée importante et conventionnelle. L'essentiel est d'être fluide et capable de frapper sous plusieurs angles à la fois. L'unité de base est la cellule. Petit groupe d'hommes et de femmes très soudés, dévoués, motivés, que vous saupoudrerez partout. Ces cellules pourront proliférer jusqu'au sein du camp ennemi. C'est ainsi que Mao Zedong organisa son armée pour la révolution chinoise en infiltrant les nationalistes, en sabotant les villes, en laissant planer l'impression terrifiante que ces hommes étaient partout. Lorsque le colonel John Boyd de l'armée de l'air américaine entra au Pentagone à la fin des années 1960 pour participer au programme de perfectionnement des avions de chasse à réaction, il se trouva face à une bureaucratie réactionnaire dominée par des intérêts plus commerciaux que militaires. Le Pentagone avait désespérément besoin d'une réforme, mais une guerre bureaucratique traditionnelle, une tentative pour convaincre directement l'équipe de l'importance de cette réforme, aurait été une entreprise totalement vaine. Boyd se serait simplement retrouvé isolé et mis à l'écart du système.
il décida plutôt de mettre en place une tactique de guérilla. La première étape, et la plus importante, fut d'organiser des cellules au sein du Pentagone. Elles étaient petites, difficiles à détecter, et ne purent constituer des cibles pour les réactionnaires lorsqu'ils réalisèrent qu'il s'agissait bel et bien d'un combat. Boyd recruta ses hommes parmi les mécontents, ceux qui en avaient assez de ce statu quo, notamment les jeunes. Ces derniers sont toujours les plus réceptifs au changement et apprécient ce genre de tactique. Une fois ces cellules en place, Boyd recevait en permanence des informations sur ce qui se passait au Pentagone et pouvait ainsi anticiper le moment et le contenu des attaques qu'il allait subir. Ces cellules lui permettaient également de diffuser son influence via le bouche à oreille, s'infiltrant au plus profond de l'appareil bureaucratique. Le but principal est d'éviter les canaux formels de l'organisation et la tendance à la concentration. Optez pour la mobilité. Votre armée doit rester clandestine et légère. Vous pouvez aussi rattacher vos cellules à une armée régulière, comme les Cosaques russes soutinrent le tsar. Ce mélange de conventionnel et de non conventionnel s'avéra très efficace. Une fois vos cellules organisées, il vous faut trouver le moyen de pousser l'ennemi à l'attaque. À la guerre, le plus facile est souvent de battre en retraite, puis de harceler l'ennemi de petits raids et de lui dresser des embuscades qui ne peuvent rester ignorées. Ce fut la stratégie pratiquée par T.E. Lawrence en Arabie au cours de la Première Guerre mondiale. Ce fut aussi celle de Jay Gould, génial financier américain du XIXe siècle, qui appliqua régulièrement la tactique de la guérilla aux affaires et au quotidien. Son but était de créer un maximum de désordre sur les marchés, désordre qu'il pouvait donc anticiper et exploiter. L'un de ses principaux adversaires était le très agressif et très puissant Commodore Cornelius Vanderbilt, auquel il disputa la compagnie ferroviaire Erie Railroad à la fin des années 1860. Gould parvint à se montrer présent tout en restant insaisissable. Il se fit des relations parmi les députés de l'État de New York et fit passer des lois contraires aux intérêts de Vanderbilt. Celui-ci, furieux, se lançait à la poursuite de Gould pour contre-attaquer, mais l'autre était déjà passé à une autre cible. Pour priver Vanderbilt de l'initiative stratégique, Gould l'énervait au maximum, chatouillait ses instincts compétitifs et virulents, puis le menait par le bout du nez en ne lui laissant aucune cible en vue. Il savait aussi se servir des médias. Il publiait par exemple un article qui attaquait Vanderbilt sans le nommer, le dépeignant comme un affreux monopoliste. Vanderbilt, pour une question d'honneur, répondait, mais cela ne faisait que médiatiser davantage l'accusation qu'il visait. En attendant, le nom de Gould n'apparaissait nulle part. Dans le cas présent, les médias servaient à la fois d'écran de fumée, masquant les tactiques de guérilla, et d'outils à ces mêmes tactiques. Servez-vous des médias pour aiguillonner vos ennemis. Cela les oblige à dépenser leur énergie à se défendre, et vous n'avez plus qu'à assister au spectacle ou bien à chercher une nouvelle proie à taquiner. Si l'ennemi n'a pas de véritable combat à mener, sa frustration le poussera à commettre des erreurs coûteuses. Dans les stratégies conventionnelles, la question du ravitaillement est essentielle. En guérilla, vous exploitez vos ennemis au maximum en vous ravitaillant par leurs ressources, leur énergie et leur pouvoir. C'est ainsi que Mao approvisionna principalement son armée avec le matériel et les vivres pris à l'ennemi. Gould commença par infiltrer le cercle intime de Vanderbilt au titre de partenaire financier, puis se servit des immenses ressources de son adversaire pour en financer la destruction. Usez des ressources ennemies. Cela vous permettra de faire durer plus longtemps la campagne. Il faut de toute façon savoir vivre chichement pour obtenir ce que l'on veut sur le long terme. Dans la majorité des conflits, le temps est un facteur qui se conforme à la loi de Murphy. Si une chose est susceptible de mal tourner, elle finira infailliblement par mal tourner.
Mais si votre armée est petite et relativement autonome, elle court moins de risques de dysfonctionnement. Et vous êtes ainsi certain que le temps joue contre votre ennemi. Il devient pour lui un véritable cauchemar. Le moral dégringole, les ressources s'épuisent, et même les plus grands stratèges, tels Napoléon, se retrouvent face à des problèmes qu'ils n'avaient pas prévus. L'effet est exponentiel. Comme des obstacles inattendus surgissent, l'ennemi se met à faire des erreurs, ce qui crée de nouveaux problèmes, et ainsi de suite. En établissant votre stratégie, faites du temps votre arme offensive. Que vos manœuvres tiennent l'ennemi à distance, mais qu'il continue d'avancer, en pensant toujours qu'il est à une bataille de la victoire. Contentez-vous d'attendre qu'il se détériore lentement. Il rêve d'une contre-attaque soudaine et bien assénée. Il s'imagine déjouant le piège que vous lui tendez et dont il se retirera avant que vous n'ayez pu frapper. Laissez-lui croire qu'il est tout proche de la victoire. Abandonnez-lui des positions clés jugées inexpugnables et multipliez toujours plus vos coups d'épingle. Plus il est affaibli, plus vous augmentez le rythme de vos attaques. Laissez-le espérer, laissez-le croire que cela vaut encore le coup jusqu'à ce que le piège soit bien en place. Ensuite, rompez le charme. Tout comme vous vous servez du temps, contrairement aux traditions, servez-vous aussi de l'espace. Attirez l'adversaire hors du théâtre des opérations afin d'y mêler l'opinion publique internationale. Faites de cette guerre une question politique mondiale. L'espace deviendra trop grand pour que l'ennemi puisse le défendre tout entier. Lorsque votre tactique de guérilla consiste à jouer l'opprimé, un soutien politique est indispensable. Plus votre combat traîne en longueur, plus votre ennemi paraîtra moralement injuste et politiquement isolé. Il faut toujours rattacher son combat à une cause juste et digne. Avec la tactique de la guérilla, il y a deux façons de gagner. La première est d'augmenter la puissance de vos attaques alors que l'ennemi s'affaiblit avant d'asséner le coup de grâce, comme les Russes le firent avec Napoléon. L'autre méthode est de vous servir de l'épuisement absolu de l'ennemi. Laissez-le abandonner, car pour lui, cela ne vaudra plus la peine de se battre. La deuxième option est la meilleure. Cela vous coûtera moins cher et préservera votre image. L'ennemi est tombé seul. Mais même une campagne de guérilla ne peut durer éternellement. Au bout d'un moment, le temps joue également contre vous. Si vous n'en voyez pas le bout, vous devez passer à l'attaque et en finir. Lors de la guerre du Vietnam, les Nord-Vietnamiens attendirent trop, et cela leur coûta très cher. C'est pourquoi ils finirent par lancer l'offensive du Tet en 1968, afin d'accélérer considérablement la détérioration de l'effort de guerre américain. L'essence de la guérilla est la fluidité. L'ennemi tentera chaque fois de s'adapter à ce que vous faites, en essayant de trouver ses marques sur ce terrain inconnu. Il faut être prêt au changement afin de toujours agir à l'opposé des attentes de l'ennemi. Cela veut dire que vous reviendrez parfois à la guerre conventionnelle en concentrant votre armée pour attaquer ici ou là, avant de la disperser à nouveau. Visez le désordre et l'inconnu. Attention, cette guerre est avant tout psychologique. C'est au niveau stratégique que vous refusez à l'ennemi la moindre prise, la moindre cible à pointer. C'est son esprit qui ne peut vous saisir, et c'est lui qui tombe le premier. Image, le moustique. La plupart des animaux ont une tête, un dos et des flancs que vous pouvez attaquer ou menacer. Mais le moustique se résume à un bourdonnement insupportable à l'oreille qui semble venir de partout. Impossible de l'attraper, vous ne le voyez pas. En revanche, votre épiderme, tendre et fragile, est la cible idéale. Au bout d'un certain nombre de piqûres, vous finissez par comprendre que la seule solution est d'arrêter de se battre et de s'éloigner le plus loin possible. Autorité. Tout ce qui a une forme peut être vaincu. Tout ce qui prend une forme peut être contrecarré. C'est pourquoi les sages cachent leur forme dans le néant et laissent leurs esprits s'envoler dans le vide.
Wainanzi, IIe siècle avant Jésus-Christ. A contrario, il est extrêmement difficile de contre-attaquer face à une stratégie de guérilla, et c'est bien ce qui la rend aussi efficace. Si vous vous retrouvez face à un tel adversaire et que vous vous servez de méthodes conventionnelles, vous êtes un jouet entre ses mains. Dans ce type de guerre, il ne sert à rien de gagner des batailles et d'obtenir des territoires. La seule stratégie valable est de prendre le contre-pied de la guérilla, d'en neutraliser les avantages. Il faut alors refuser à l'adversaire le temps et l'espace dont il a besoin pour être efficace. Il faut l'isoler, physiquement, politiquement et moralement. Et surtout, ne répondez jamais graduellement en lâchant vos forces de manière progressive, comme le firent les États-Unis lors de la guerre du Vietnam. Avec un tel adversaire, votre seule chance de salut est de remporter une victoire rapide et décisive. Si cela vous paraît impossible, mieux vaut vous retirer tant qu'il est encore temps, avant de vous laisser embourber dans une guerre interminable dans laquelle l'ennemi tente de vous attirer.